Christiane Taubira est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être venu nous voir, Christiane Taubira. Alors, il paraît que vous languissiez de moi. Je languissiez, non, mais j'aime bien recevoir les ministres importants du gouvernement régulièrement. Moi non, mais les auditeurs, les téléspectateurs ont envie de connaître, de savoir ce que vous engagez, quels sont les projets de loi qui sont en cours, et le domaine de la justice est un domaine qui nous concerne tous. Christiane Taubira, première question toute simple. Je communique sous d'autres voies. Je publie beaucoup de documents explicites. Bon, Christiane Taubira, vous n'aimez pas venir le matin? Vous n'aimez pas les émissions de radio, de télé J'avoue que je n'ai pas un goût prononcé pour les émissions qui sont un peu catch. Quoi, catch? Donc un peu box. Parce qu'elle est catch, celle-là Non, les questions sont précises. Non, mais c'est et le les type réponses même. sont à apporter. C'est le type même de la matinale, c'est qu'il faut que ce soit extrêmement tonique. Donc on a assez peu de temps pour expliquer les choses. Alors chez vous, le créneau est plus large, voilà. Il est beaucoup plus large, mais c'est vrai que venir une matinale, réagir à l'actualité, réagir à des commentaires, réagir à des faits divers, alors que moi j'ai surtout le souci d'expliquer le contenu et le fond de la politique que je mène au ministère de la Justice, c'est vrai que voilà, je n'ai pas d'appétit pour pas d'appétence. Vous allez avoir l'occasion d'expliquer le fond de la politique que vous conduisez. Alors justement sur la loi Macron, qui a été votée avec le 49.3 en deuxième lecture, adopté en deuxième lecture, il y a un article de la loi Macron qui vous concerne, le plafonnement des indemnités payées aux salariés au prud'homme. Vous avez vu ça? En cas de licenciement abusif. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de débat autour de cet article qui a été introduit au dernier moment? Oui, mais il y a eu de nombreuses dispositions qui ont été introduites. C'est un texte de loi qui a été fortement modifié entre le texte qui a été déposé déjà au Conseil d'État, modifié par le Conseil d'État, ensuite modifié par les commissions parlementaires, modifié dans les assemblées. C'est en ce sens que c'est quand même un texte de loi qui a été très travaillé. Mais vous regrettez qu'il n'y ait pas eu débat concernant ce point? Alors, c'est vrai que cette disposition n'a pas été introduite au moment où, en première lecture, le Conseil des prud'hommes a été modifié, puisque nous avons travaillé, c'est d'ailleurs le ministère de la Justice qui a écrit les dispositions concernant la justice des prud'hommes et nous avons beaucoup travaillé avec le rapporteur Denis Robillard. Ces dispositions, effectivement, n'ont pas fait l'objet de discussion. Elle est apparue. Pour ce qui concerne les prud'hommes d'une façon générale, évidemment, d'ailleurs les parlementaires sont souvent extrêmement sensibles à cela. Ceci étant le principe même de mettre en place un barème qui permet la prévisibilité sur la base de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui serait absurde, c'est qu'il y ait un système de prévisibilité qui soit complètement différent de la jurisprudence. Ça, de toute façon, les juges eux-mêmes ne l'accepteraient pas, les parties non plus. Elles viendraient donc en appel, et une des difficultés de la justice prud'homale, c'est justement que le taux d'appel est très important, même que le taux de réformation. Favorable au plafonnement? Non, ça n'est pas aussi simple que ça. Non, moi je suis très attachée aux décisions individualisées. Je suis très attachée à ça, c'est très clair. Je répète que le barème est un dispositif qui permet la prévisibilité, c'est-à-dire qui permet de savoir à l'avance ce que l'on risque. Il n'empêche que c'est un plafonnement, pardonnez-moi, des indemnités. Il y a un seuil plancher, il y a un seuil plafond. C'est-à-dire qu'il y a aussi un minimum. Oui, il y a un minimum, un maximum. Oui, absolument. Absolument. Mais ça, vous l'acceptez, sans état d'âme. Écoutez, ce sont les dispositions de la loi. Je vous répète clairement, parce que j'assume très clairement toutes mes positions. Je vous dis qu'en matière de justice, c'est toujours mieux que tout soit individualisé. Ce barème n'interdit pas l'individualisation, puisque non seulement il y a une borne minimale et une borne maximale, un plafond, mais en plus, à l'intérieur, il y a des critères individuels qui sont liés à l'âge, qui sont liés à l'ancienneté, qui sont liés au potentiel de ce qu'on appelle l'employabilité, c'est-à-dire la possibilité de retrouver un emploi. Donc ce sont des éléments d'appréciation qui permettront aux conseillers des prud'hommes, je rappelle que c'est une juridiction paritaire, c'est un conseil paritaire, permettront aux conseillers des prud'hommes de prendre une décision. Bien, vous êtes loyal, envers et contre tout, vous l'avez dit et répété, loyal au président de la République, loyal au Premier ministre, je dis bien envers et contre tout. Le travail le dimanche sans compensation, ça vous plaît ? D'abord, ça n'existe pas. Premièrement, ça existait. Pour les entreprises de moins de 11 salariés. Ça existait. Alors, entendons-nous. Premièrement, la loyauté est absolue en elle-même. C'est pas envers et contre tout. Elle est absolue. Voilà, moi, je suis loyal. Et lorsque ma loyauté sera en conflit, je m'en irai. C'est clair, d'accord ? Bon. Est-ce que vous avez failli partir ? Est-ce que vous avez failli partir ? On ne fait pas des gammes sur ça. Est-ce que vous avez failli partir ? Alors, je réponds à votre question ou je vous raconte mes états d'âme ?
Qu'est-ce que vous préférez? Mais les deux. Les deux. Alors l'un après l'autre. On va commencer. Avec la question. On va commencer par votre question sur le travail le dimanche. Sur le travail le dimanche. Alors ce texte de loi, je rappelle, parce qu'il faut arrêter de raccourcir les choses, il faut dire aux gens ce qui est. Ce qui est, c'est que le travail du dimanche était possible, mais il n'était pas compensé. Ce qui est... Alors moi, je vous dis ma position très claire, parce que je l'assume clairement aussi. Et j'ai signé, lorsque j'étais dans l'opposition, j'ai signé une déclaration commune qui indiquait que le travail du dimanche, que le dimanche est un jour particulier. Ouais, je me souviens, j'allais vous en parler. Je continue à le penser. Le dimanche est un jour particulier et nous devons faire en sorte que dans les éléments de progrès d'une société, pour la vie individuelle et la vie familiale, la vie personnelle et la vie familiale, il est bon qu'il y ait des espaces préservés. Donc le dimanche n'est pas un jour ordinaire. Et c'est justement parce que ce n'est pas un jour ordinaire, mais que cependant dans la société, il y a des lieux et des moments où il peut être intéressant que l'activité soit accessible, soit possible, donc notamment l'activité commerciale. C'est parce qu'il y a ça que, en contrepartie, il faut encadrer, et c'est ce que fait ce texte-là. Moi, je rêve d'un monde où on ne travaille pas le dimanche, où le samedi et le dimanche on ne travaille pas. Je rêve d'un monde où on peut travailler. Je rêve d'un monde où on peut travailler 32 heures. Oui. Arrêtez de me dire que j'accepte ce texte. Si vous voulez passer 22 minutes à essayer de me faire dire que je suis pas d'accord, bon, voilà. Donc vous êtes d'accord avec tout. Je vous dis très clairement, je ne suis pas d'accord avec tout. Arrêtez les caricatures, Monsieur Bourdin. Je viens de vous dire ce que je pense moi du travail du dimanche. Je suis en train de vous dire en plus comment je vois la société. Et je vous dis, moi, que j'estime que l'idéal, c'est que les gens puissent travailler 32 heures dans une semaine, pour avoir du temps pour se consacrer aux autres dans des associations, pour avoir le temps d'aller au musée, pour avoir le temps, quand c'est possible, d'aller sur la plage, de déambuler, de marcher, de parler à ses voisins, d'aller en librairie, d'aller au cinéma, d'aller au théâtre, etc. Voilà la société dont on peut rêver. La réalité, c'est quoi? C'est qu'il y a une société avec des zones où il y a une activité touristique qui vise donc une clientèle qui, le dimanche, veut pouvoir avoir ses activités. Voilà. Donc, on peut considérer que dans ces lieux-là, à condition, sinon ça devient de la sauvagerie, à condition que, selon les règles du progrès, on encadre et qu'on permette que les gens aient de vraies compensations, des compensations pécuniaires, parce que ces compensations pécuniaires, elles ne peuvent même pas se substituer au fait de ne pas être chez soi le dimanche. Bien, la justice des mineurs, parlons-en. C'était une promesse de François Hollande. La justice. Où est-ce que vous en êtes de votre projet de loi annoncé pour le premier semestre 2015? Le premier semestre 2015 s'achève. Où en êtes-vous sur ce projet de loi? C'est exact. Alors, c'est une promesse du président de la République qu'il a renouvelée. Vous y tenez, je le sais. Mais bien entendu, et je ne suis pas la seule à y tenir, parce que tous les professionnels sont unanimes. Pendant 18 mois, j'ai procédé à une concertation très large. Donc, j'ai reçu évidemment les représentants, les magistrats de la famille et des enfants, les organisations syndicales de tous les magistrats, mais également des psychiatres, donc des médecins, l'UNICEF. Alors, où est-ce qu'on en est? Mais le texte est pratiquement terminé. Il en est à ses derniers arbitrages. Et simplement, nous n'avons pas encore de calendrier. Je vous le dis très clairement, nous n'avons pas encore de calendrier. Aucune trace à l'ordre du jour du Parlement. Aucune trace. Mais je suis en train de vous dire que nous n'avons pas de calendrier. Et vous le regrettez? Mais vous n'allez pas trouver de traces sur des textes qui sont déposés au Parlement, figurez-vous. Parce que moi-même, j'ai des textes déposés au Parlement pour lesquels j'attends une date. Le secret des sources des journalistes, la protection du secret des sources des journalistes, est un texte que j'ai déposé fin 2013. J'attends une date du Parlement. Est-ce que sur la délinquance des mineurs, le gouvernement manque de courage? Franchement. Il manquerait de courage s'il disait qu'il ne le fait pas. Il n'a pas dit qu'il ne le ferait pas. Alors le gouvernement s'était engagé, en effet, à le faire au premier semestre 2015. Je suis la première à déplorer que ce ne soit pas encore fait. Le jour où il sera dit éventuellement que nous ne faisons pas la réforme de l'ordonnance de 1945, compte tenu de son importance, compte tenu d'abord du respect de l'engagement et ensuite de la nécessité effectivement de faire en sorte que la justice des mineurs, qui est essentielle pour l'avenir de ce pays, que cette justice des mineurs, elle soit améliorée, qu'on enlève toutes les incohérences qui ont été introduites par 37 réformes, qu'on enlève ce qui la rapproche de la justice des majeurs, qu'on enlève ce qui est absurde et qui complique le travail des juges, qui rend inefficaces les mesures qui sont
sont prises parce qu'il y a des empilements de mesures, parce qu'on ne suit pas de façon cohérente, parce qu'on n'indemnise pas correctement les victimes, parce qu'on ne fait pas en sorte que le jeune retrouve le chemin de son utilité, du respect de la société, ben, si on ne fait pas ça, c'est un aveu d'impuissance et moi je ne l'assumerai pas. C'est-à-dire que vous quitterez le gouvernement. Vous verrez en temps utile. Si cette réforme des mineurs n'est pas engagée avant la fin du quinquennat, vous quittez le gouvernement. C'est quoi, vous avez envie d'un scoop ce matin? Mais j'ai pas envie d'un scoop. Je viens de vous développer des arguments. J'ai envie de vérité. Mais la vérité, c'est pas la vérité, c'est pas de faire. La vérité, elle est là. La vérité, ça n'est pas. La vérité, c'est que ce projet de loi, personne n'en veut pour l'instant. Au gouvernement, Manuel Valls n'en veut pas. Il vous l'a dit. Il vous l'a dit? Est-ce qu'il vous l'a dit à vous? Est-ce qu'il vous a dit qu'il en voulait? Est-ce qu'il vous a dit qu'il en voulait? Non mais attendez. Oui. Je sais pas à quoi rime ce jeu parce que moi je le trouve non seulement absurde mais surtout dangereux. Mais non. Je le trouve absurde et dangereux. Vous affirmez que Manuel Valls n'en veut pas. Je vous demande s'il vous l'a dit. Vous me demandez à moi s'il me l'a dit. Mais parce que vous le voyez plus souvent que moi. Absurde. Il est en plus dangereux parce que il décrédibilise l'action publique. Et moi je vous dis que l'action publique, c'est pas une histoire. Est-ce que l'action publique n'est pas décrédibilisée quand un président de la République fait une promesse qu'il ne tient pas? Attendez, il reste 2 ans sur le quinquennat. Oui. Comment pouvez-vous affirmer que le président de la République n'a pas tenu la promesse? Alors nous verrons. Voilà. Alors, dans le projet de loi... l'action publique n'est pas décrédibilisée. Allons jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout. Alors, la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs. C'est contenu dans ça fera partie, bien sûr, de la réforme de l'ordonnance de 45. Bon, je rappelle que ce sont des mineurs récidivistes. Hein. Ce sont des mineurs récidivistes, 16-18 ans. On est bien d'accord, qui sont concernés. Oui. C'est pas... bon. Oui. Mais on est bien d'accord aussi que les tribunaux correctionnels pour mineurs, ça rapproche la justice des mineurs de la justice des majeurs, ce qui n'est pas logique dans l'ordonnance de 45 d'une part, et d'autre part, qui n'est pas conforme à une justice spécialisée pour les mineurs. Mais Monsieur Bourdin, il faut le dire très clairement, les tribunaux correctionnels pour mineurs ont pris des décisions, parce qu'ils ont été mis en place autour d'un discours archi-démagogique qui consistait à dire que les juges des enfants étaient laxistes et qui ne prenaient pas de mesures sévères contre les mineurs récidivistes. Les tribunaux correctionnels pour mineurs ont jugé 10 fois moins que les juges pour enfants, donc ils sont moins efficaces, et ils ont pris des décisions plus clémentes, Monsieur Bourdin, plus clémentes que les juges des enfants. D'accord? Donc la démagogie en politique, nous ne la pratiquons pas. Nous voulons l'efficacité de la justice. Nous voulons l'efficacité de la justice et nous nous en donnons les moyens. Alors comment seront jugés les mineurs multirécidivistes qui sont âgés de 16 à 18 ans? Ils sont jugés par un tribunal des enfants. C'était le cas avant ces fameux tribunaux correctionnels pour mineurs qui ont désorganisé les juridictions. Et même des chefs de juridiction qui ont accueilli cette réforme en pensant qu'elle allait améliorer les choses, ont constaté que ça désorganisait les juridictions, que ça ne jugeait pas plus souvent que les tribunaux pour enfants et que ça ne jugeait pas plus sévèrement que les tribunaux pour enfants. Donc c'est une démagogie imbécile qu'il faut sortir du texte. Les juges pour enfants et les tribunaux pour enfants montrent la sévérité nécessaire. Simplement, ils savent que la justice pour enfants, ça doit s'accompagner d'éducation, ça doit s'accompagner de suivi. Ça doit s'accompagner d'une attention qui fasse qu'on ne laisse pas les mineurs s'ancrer dans la délinquance. Et je vous rappelle que les mineurs agissent pour 9,5% du total des infractions, que 43% sont des atteintes aux biens sans violence. Il faut sortir des fantasmes, il faut regarder les chiffres. Et ce qui compte, c'est que la justice des mineurs soit efficace, de façon à éviter que même un seul mineur s'ancre dans la délinquance. C'est-à-dire que même lorsque nous avons des chiffres satisfaisants, ça fait une dizaine d'années que la délinquance des mineurs n'augmente pas. Elle n'augmente pas. Et même lorsqu'elle baissera, Monsieur Bourdin, nous resterons vigilants parce que même un seul mineur ne doit pas s'ancrer dans la délinquance. Bien, j'ai d'autres questions, et notamment c'est Hervé Gattegno qui en parlait tout à l'heure, ce projet de loi sur la justice du 21e siècle, numérisation des procédures, regroupement des juridictions sociales, réforme des tribunaux de commerce. Ça aussi, ça n'avance pas. Ah bon ? Alors, Monsieur Gattegno est assez familier de déclarations péremptoires sur des choses qu'il ignore totalement. Monsieur Gattegno ne prend pas le temps de venir voir. La justice du XXIe siècle, elle est déjà en cours, pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a un ensemble. Il y a un texte de loi ordinaire, avec des dispositions. Effectivement, il y a la justice commerciale et des dispositions qui ont été travaillées et qui sont claires, qui sont déjà dans le texte. Il y a ensuite, mais il n'y a pas que ça, il y a de l'action de groupe dans la justice du XXIe siècle. Il y a toute une série de dispositions pour réorganiser
réorganiser les juridictions civiles. Il y a une réforme de la justice sociale. Nous allons faciliter l'accès à la justice sociale. Il y a un projet de loi qui regroupe tout. Mais bien sûr, bien sûr. Il en est où, ce projet de loi ? Il sera déposé au Conseil d'État dans les tout prochains jours. Il y a par ailleurs un projet de loi organique. Oui, il est en instant d'être déposé. Et le projet de loi organique aussi. Dans les prochains jours bouclé. Oui, il est complètement bouclé depuis 3-4 mois. Après le Conseil d'État, au Conseil des ministres. Oui. Je termine. La justice du XXIe siècle, c'est aussi toute une série de mesures réglementaires. Et nous avons déjà publié plus de 6 décrets, 8 je crois, je vais être formelle, entre 6 et 8 décrets qui modernise la justice civile. Donc c'est toute une série de dispositions qui vont améliorer le fonctionnement de la justice civile. Bien. Mais en plus, je vous informe que dans le cadre, donc il y a les décrets déjà publiés, il y a le texte de loi qui vient, et il y a une modernisation qui se fait. Par exemple, vous savez que depuis déjà presque un an, nous avons mis en place le service d'accueil unique qui permet aux justiciables de s'adresser au site judiciaire qui est le plus proche de chez lui et d'effectuer là toutes les démarches qu'elle concerne, le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, le conseil des prud'hommes, quel que soit, ça se fait là. Le conseil de juridiction est déjà en expérimentation. L'équipe autour du magistrat est en expérimentation. Donc la justice... Non seulement ça avance, c'est déjà en pratique. Et ce qui doit passer par la loi passera par la loi. Bien. Christiane Taubira, vous avez obtenu gain de cause dans la loi sur le renseignement concernant l'administration pénitentiaire. Pas seulement. Oui, pas seulement. Le contrôle juridictionnel aussi est la responsabilité du ministère. Et le contrôle juridictionnel, notez, monsieur, deux éléments essentiels. Oui. Le premier, c'est que vous admettez que le renseignement, c'est un dispositif dérogatoire du droit commun. Nous avons mis en place un dispositif juridictionnel de droit commun. C'est-à-dire qu'il était important d'éviter de faire une justice d'exception. Non seulement nous avons mis un dispositif juridictionnel de droit commun avec des procédures, y compris de référé, mais nous permettons à tout citoyen de saisir le Conseil d'État. Nous avons pour la première fois dans l'histoire de la France permis que des magistrats soient habilités secret défense. Première fois, c'est historique. Et nous permettons qu'effectivement, sans préjudice de l'article 40 du Code de procédure pénale, qu'en cas d'infraction, le juge pénal soit saisi. Intrusion dans la vie privée, disiez-vous, à propos de ce projet de loi renseignement. Mais par nature. C'est pas moi qui le dis. Par nature, il vous fait peur. Franchement, est-ce qu'il vous inquiète Est-ce qu'il vous inquiète, ce projet de loi, sincèrement? Il serait hypocrite, monsieur Bourdin. Vous aimez parler vrai. Est-ce qu'il vous inquiète? Mais je ne fais que ça depuis 20 minutes. Eh bien, tant mieux. Et vous m'interrompez à loisir. Non. Laissez-moi vous pose la question. Oui, eh ben, je vous réponds. Oui. Il serait hypocrite de ne pas admettre que toute loi sur que le renseignement en soi est une intrusion. Mais par nature, c'est une intrusion. Simplement, on fait semblant de ne pas le voir ou on ne le dit pas. Moi, ministre de la Justice, je le dis. Par nature, c'est une activité qui entre dans la vie privée. C'est une activité qui met en cause la vie privée, la vie familiale, l'inviolabilité de la correspondance et du domicile. D'accord? Non, moi, je passe pas mon temps à avoir peur. Non. Je dis que, est-ce que le renseignement est nécessaire? Oui. Oui. Bon. À partir du moment où il est nécessaire, comment l'organise-t-on de façon à ce que d'une part il soit efficace, mais que d'autre part nous préservions les libertés individuelles. Et c'est en ce sens qu'il faut veiller à l'efficacité, ce qui est la responsabilité du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense, de l'ensemble du gouvernement, et veiller à la préservation des libertés individuelles et des libertés publiques. Et donc ce contrôle juridictionnel dont je viens de parler permet de préserver les libertés et que chaque citoyen, même supposons simplement que peut-être il est surveillé, puisse saisir la justice et demander la vérification. Je voudrais parler des victimes, parce que je sais que vous avez envie d'en parler aussi. Assise nationale d'aide aux victimes, tout à l'heure, Christiane Taubira. Projet de loi prévoyant des actions de groupe. Prenez-nous un exemple concret pour que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Alors sur les victimes, nous faisons beaucoup plus que ça, bien entendu, parce que nous avons complètement rénové la politique. Nous l'avons mise en place, en fait, une politique d'aide aux victimes, parce qu'elle n'était pas gouvernée. Donc nous avons augmenté le budget de façon très régulière, 26%, 8%, 22%. Donc c'est très très important. Ensuite, nous avons ouvert des bureaux d'aide aux victimes dans tous les tribunaux de grande instance. Nous avons lancé une expérimentation pour un suivi individualisé des victimes. Nous avons amélioré dans la réforme pénale, par exemple, nous avons amélioré la contribution des auteurs d'infractions à la réparation
auprès des victimes. Nous avons instauré la justice restaurative et nous organisons tous les ans une journée victime au ministère de la Justice. Au-delà de ça, nous devons faciliter effectivement l'action collective des victimes. C'est-à-dire qu'il y a des infractions qui fragilisent profondément les victimes. Il y a des infractions, c'est un auteur, et puis voilà, il y a la justice, et puis il y a des infractions sérielles, en tout cas, qui se répètent. Donc, projet de loi prévoyant les actions de groupe. L'action de groupe, donc dont la réforme de la justice qu'ignore totalement M. Gattegno. Nous créons l'action de groupe, et cette action de groupe permettra des victimes de se mettre ensemble. Donc nous mettons en place un socle procédural. Parce que ce qui se passe, c'est que dans notre droit, il y a par-ci, par-là la possibilité d'agir. Simplement, il y a des codes différents. Et là, la justice n'est pas efficace. Elle n'est pas efficace parce qu'elle suppose que le magistrat connaisse tous les codes et sache à chaque fois où se référer, que l'avocat sache pareil, et tout cela, ça prend du temps. Il faut rendre les choses plus rationnelles. Donc, il y aura un socle procédural. D'abord, avant même la justice, il y a une étape de conciliation, parce que c'est mieux d'essayer de régler les choses ensemble. Et ensuite, si on n'y parvient pas, c'est la justice. La justice prend une décision, donc cette action collective, elle permet de prendre une décision collective, mais elle permet aussi qu'individuellement, la juridiction prononce des formes de réparation. J'ai une dernière question. Déjà oui, mais je suis déjà très en retard. Est-ce que les enfants nés à l'étranger de mères porteuses doivent être inscrits à l'état civil ? Alors, vous savez que je vais vous répondre avec précaution, simplement parce que vous savez qu'aujourd'hui même, la Cour de cassation examine le sujet. Je vous réponds sur le principe. D'une part, la gestation pour autrui, parce que c'est ça le sujet. La gestation pour autrui est absolument interdite en France. Le président de la République, le Premier ministre l'ont répété. D'autre part, il y a des enfants qui sont nés, qui sont déjà nés, qui existent, qui sont vivants, qui rient, qui pleurent, qui jouent. Hein, vous savez, des vrais enfants. Bon. Mais ceux-là, dans l'histoire même du droit, récent j'admets, dans l'histoire même du droit de ce pays, on a fini par admettre que les enfants n'ont pas à répondre de leur mode de conception. On a fini par admettre que les enfants adultérins n'avaient pas à payer l'adultère de leur père et qu'ils devaient avoir les mêmes droits que ceux qu'on appelait les enfants légitimes. Que les enfants naturels n'avaient pas à payer l'irresponsabilité d'un homme qui ne voulait pas prendre ses responsabilités familiales. D'accord ? Donc moi, je reste convaincue que les enfants n'ont pas à répondre de leur mode de conception et qu'ils ont droit à leur état civil, qu'ils ont droit à leur identité reconnue dans les registres français. Merci, Monsieur Bourdin. Ben, c'était pas mal, non ? J'en conviens. Merci, Christiane Taubira. 8h58. 8h58 sur BFM TV, la suite elle est pas mal non plus. 2 chiffres dans le journal de 9h. Le premier inquiétant, 1 degré de plus que la moyenne en mai 2015. Le mois de mai, le plus chaud depuis que les relevés existent. Et le second, il est plus souriant, 1,2%. La croissance pour 2015 plus élevée que prévu, mais toujours sans effet sur l'emploi. À tout de suite. BFM TV événement, bicentenaire de la bataille de Waterloo. Waterloo, 200 ans après, comme si vous y étiez. Suivez ce soir sur BFM TV la reconstitution spectaculaire de la grande bataille qui changea l'Europe avec la défaite de Napoléon face à la coalition européenne. C'était le 18 juin 1815. Waterloo, la reconstitution ce soir dès 20h. À vivre sur BFM TV, première chaîne d'info de France. Sur le web, retrouvez bfmtv.com.